Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rage 2D, une chaîne de Donjons Dragons 5e édition où on fait vivre à des amis de belles aventures. Et aujourd'hui, on a de belles aventures à faire vivre, mais de belles personnes, une belle personne en particulier, Ah, un ben être humain que là, j'affectionne, là. collègue sur la chaîne Coup Critique, que je vous invite à aller voir sur le web, notre célèbre pépé national, Pierre-Philippe, comment vas-tu? Ça va, Ah! ça va super bien. Écoute, pour de vrai, je suis déjà, Félix, je voulais te dire merci de l'invitation. Tout Ça naturel. fait, ça doit faire ça doit faire plus qu'un an que j'ai pas comme joué un 6 heures de temps, par exemple, là. Tu sais, jouer comme non-stop à D&D, là. Fait que non, je suis vraiment content de faire ça avec toi, surtout que je veux dire, je vais être animé par un DM de talent que je Ah. respecte beaucoup. Puis je le dirais que ça soit enregistré ou non présentement. Fait que pour de vrai, merci à toi. Ben, merci à toi, puis je remercie aussi tous les auditeurs qui sont présents semaine après semaine, aventure après aventure pour découvrir les univers que l'on crée. Pierre-Philippe, aujourd'hui, avant qu'on se lance dans cette aventure, j'ai une belle grande nouvelle à partager avec les auditeurs de Rage 2D qui ont peut-être vu Mhm. passer sur notre page Facebook que pour la toute première fois dans notre aventure, nous avons un collaborateur, un présentateur officiel, une entreprise de chez nous, à Shawinigan, en Mauricie, que j'affectionne, nul autre que le Broadway Microbrasserie. On aura le plaisir de déguster ces produits délicieux lors de notre aventure, tout au long de cette première quête avec toi, Pierre-Philippe. Ceci étant, petite note de la rédaction, actuellement, vous écoutez l'épisode à un moment dans l'année, mais nous sommes durant le mois de février et Pierre-Philippe relève le défi 28 jours sans alcool. Mhm. Alors, les produits lui sont envoyés par la suite. Les produits en question, Pierre-Philippe, je prends quelques secondes. Le Broadway Microbrasserie, qui est une micro de Shawinigan. Tiens, je vais placer la canette devant moi, et voilà. Toute Nouvellement beauté. installée dans ces nouveaux locaux. Et puis, c'est des produits que vous pouvez retrouver évidemment sur tablette. Mais aujourd'hui, on aura le plaisir de déguster 3 nouvelles IPA de leur toute nouvelle session de bière. Alors, merci Broadway Microbrasserie. Très heureux de pouvoir vous boire et de vous avoir avec nous dans nos aventures. Pierre-Philippe, Oui, sans plus attendre, lançons-nous dans le oui. tout premier épisode de l'aventure intitulée L'appel de la faucheuse. Pierre-Philippe, je Oui. sais que tu aimes beaucoup cette première introduction, alors je vais te servir ta propre recette. On s'imagine une caméra narrative qui se promène sur des terres désolées. Quelques arbres dont les feuilles, pour la plupart, sont brûlées, ou les troncs écorchés, criblés de flèches. Des vallons dans une plaine rocailleuse. Un épais brouillard et dense fumée au sol, qui liche les trous dans cette terre écorchée. Et ce qu'on pourrait croire être des roseaux, quelques herbes hautes, qui poussent sur des petits vallons ou des buttes de terre, sont en vérité des flèches et des lances qui sont criblées dans d'innombrables cadavres. Et à travers cette plaine désolante, désolée, égorgée de sang, à travers cet épais brouillard, on voit la lumière d'une lanterne qui vacille sur un petit chariot au rythme des pas d'un âne lourd, vieux, qui tire ce chariot. Dans le chariot, on peut voir 3 silhouettes. À côté, un plus petit être qui marche, une torche à la main. Seule lumière dans ce sombre paysage. La nuit est noire, éclairée par quelques reflets des étoiles et de la lune. Le couvert nuageux est relativement dégagé, ce qui permet à cette lumière-là de jeter des ombres effrayantes sur la plaine. Derrière le chariot, la cargaison que tire cette petite construction de bois dont les roues s'empêtrent à tout moment et qui sillonne pour éviter les amas de corps sur la plaine. Un petit être qui marche à côté de ce chariot rempli de cadavres. Ton personnage marche, Pierre-Philippe. Ce sera la dernière fois qu'on prononcera ton nom pour cette aventure, puisque tu es désormais Oscar. Un petit être qui marche avec une torche à la main,
qui peine à suivre le chariot, bien que celui-ci avance pas rapidement. Les pas sont difficiles dans la plaine. Oscar, tu es actuellement envoyé au front, mais non pas pour te battre, mais pour faire une tâche beaucoup plus ingrate, celle de nettoyer les champs de bataille après les combats. Actuellement, on est au 4e jour sur 7 d'une trêve qui a été signée par les officiers des 2 parties, des 2 camps qui se combattent sur ce champ de bataille, ne laissant pas un pouce à l'adversaire. Jour après jour, des hostilités, de grands affrontements. La cavalerie des hommes et les archers du royaume de l'Aigle livrent un combat sanglant ici, sur cette plaine, contre les forces de ce qui est connu sous le nom de l'Empire du Soleil Noir, mais qui plutôt pour vous, représentants de ces forces, vous plaisez plutôt à vous appeler la Ligue des Petits Êtres. Parce qu'en fait, oui, Pierre-Philippe, ce n'est pas simplement cette caméra narrative qui donne l'impression que tu es une petite personne. Tu es véritablement un petit être. Et vous êtes tous des petits êtres. Un nain des montagnes, tu erres comme tous les membres de ton espèce, au-delà des crêtes du nord, au-delà de ces immenses chaînes de montagnes qui, jadis, il y a très longtemps, étaient les sièges de votre famille. Vous errez dans des petits campements nomades. Mais depuis une vingtaine d'années, vous avez décidé de vous rallier sous la même bannière pour réclamer votre terre. T'es pas un grand, illustre aventurier, héros de tous ces combats qui se bat au front. T'es ici parce que t'es en travaux forcés. Après un crime sombre que tu as commis dans ta communauté, toi et les autres personnes sur le chariot avaient été envoyés ici pour pouvoir récolter les cadavres sur le champ de bataille. La caméra narrative s'approche justement de ces 4 figures encapuchonnées dans l'épais brouillard autour de vous. Pour débuter, Oscar, j'aimerais que tu me décrives visuellement la représentation que tu te fais de ton personnage, la démarche que tu as à côté de ce chariot. Oscar est un nain, comme tu l'as mentionné. Peut-être même un peu plus grand que le nain moyen. Peut-être même présentement, peut-être même un peu plus frêle que le nain moyen. Je pense pas que c'est comme un nain qui est excessivement costaud. Je pense qu'il est plutôt narfé, avec dans le fond des espèces de petits muscles saillants qui semblent être vraiment comme fait presque d'écorce. Je le vois vêtu probablement d'une espèce de tunique un peu sombre, un peu noire, qui lui permet de justement pouvoir nettoyer les champs de bataille sans nécessairement attirer l'attention avec une lueur particulière. Il n'y a pas de vêtements flashy, il n'y a non plus pas de bijoux, pas de rien. C'est très très sobre comme habillement. Peut-être même que l'objet qui doit sur lui, qui doit valoir le plus monétairement parlant, ça doit être ses bottes. Parce que c'est comme le truc le plus important à porter lorsque tu te promènes sur un champ de bataille, que tu veux pas pogner le tétanos ou t'accrocher dans des cadavres ou peu importe. Fait qu'il est vraiment habillé comme presque comme un gueux, ou plutôt comme une espèce d'ermite, sauf qu'il y a des très très belles bottes naines, une très belle manufacture avec un beau revers en cuir super bien, puis probablement qu'il prend vraiment le temps de les laver à chaque soir pour être sûr qu'il n'y ait pas de restes de cadavres accrochés dessus ou de la saleté. Mais pour le reste, il est vêtu très sobrement, probablement c'est une espèce de tunique noire attachée à la ceinture avec l'aide d'une petite corde quand même assez épaisse dans laquelle il a comme passé ses petites bourses, ses petits équipements, tout ça. Il y a probablement une espèce de bandoulière en cuir autour dans le fond, qui passe sur l'épaule, dans lequel, dans son dos, il a accroché, dans le fond, une gigantesque pelle militaire servant à pouvoir justement travailler la terre, nettoyer les cadavres et tout ça. Et probablement aussi que sur son autre épaule, il y a une autre bandoulière avec une espèce de poche en cuirette qui lui tombe sur la hanche, servant de mettre différents outils, autre chose de ce genre-là. Probablement que c'était un nain plutôt, qui était autrefois chauve, qui devait garder, si on veut, sa chevelure à ras, mais avec le temps, vu la situation, puis vu justement un peu son on va dire son délit et ce qu'il doit faire actuellement, il n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ça. Fait que j'imagine que ses cheveux ont commencé à pousser, mais vraiment un peu
n'importe comment. C'est pas entretenu. Là. Ça part un peu dans tous les sens. Là. Il a les cheveux un peu fous de quelqu'un qui se lève le matin à chaque jour. Puis sa barbe est gigantesque parce que probablement qu'il prend justement pas nécessairement le temps de la raser. Sauf que elle est, dans le fond, refermée. Vraiment, elle a comme été tenue, refermée en pointe et attachée avec l'aide, dans le fond, d'une petite chaîne assez sobre, seulement pour être sûr que celle-ci ne trempe pas dans les cadavres, peu importe lorsqu'il se pense pour ramasser les choses, pour nettoyer. Et c'est un nain qui a un air très neutre, très sobre. Je dirais qu'il n'y a pas du genre à... Il n'y a pas l'espèce de visage colérique cliché d'un nain de Seigneur des Anneaux. Là. Il est vraiment comme un visage très neutre, on va dire très tourné vers la tâche, acceptant un peu la situation, son sort. Mais outre ça, il y a un classique visage de nain avec un espèce de pif assez dominant, des sourcils assez épais, broussailleux. Probablement que sa barbe ainsi que ses cheveux sont dans une couleur un peu brune, tournant presque un peu sur le auburn, en quelque sorte. Là. On n'est pas loin du roux, mais pas complètement. Et ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Ouais. Excellent. Merci pour cette belle description. On se l'imagine. T'as un habillement très utilitaire. Oui. L'apparence lourde, épuisée, qui a été mise à rude épreuve. Et d'ailleurs, pour le premier jet de cette partie, Oscar, j'ai été invité à rouler un D100, s'il te plaît. Donc, 2 des 10. Hey, tabarnouche, ok. Est-ce que je sais pourquoi je le roule ou tu verras, cher ami. Parfait. 85. 85. Cela fait donc 85 jours que tu es au front à effectuer cette tâche. Un peu moins de 3 mois. Et puis, vous avez, ton quatuor et toi, parcouru de nombreux champs de bataille. Vous faites toujours la même tâche de bas étage. Ramasser les morts, honorer les morts, mais aussi, à quelques reprises, malheureusement, abréger les souffrances des blessés qui ne se rendront pas au campement, ou soigner ceux qui ont peut-être encore une chance. J'ai une question. Oui? Qu'est-ce qu'on fait avec... admettons qu'on trouve des objets de valeur, que ce soit bijoux, ornements, autres. Excellent. Ben, excellente transition. Tiens, on va se plaire à faire ça ici, Oscar. Un des membres, le cocher, qui amène l'âne au devant, arrête le chariot. Tire sur les rênes. Le petit chariot s'immobilise dans cette plaine. Il en descend. Les 2 autres passagers aussi descendent, se rapprochent de toi. Puis tu reconnais avec toi 2 autres nains et un gnome. 3 représentants de la Ligue des Petits Êtres. Et tu sais que c'est le gnome qui dirige votre quatuor. C'est le seul qui n'est pas obligé d'être ici. Aucun des 3 nains ne s'est porté volontaire. Vous êtes tous en travaux forcés. Pour des crimes divers, vous ne vous connaissiez pas. T'es celui qui a le plus d'ancienneté depuis le premier jour du travail avec le gnome, qui porte le nom de Gimwick Quicksnap. Gimwick est le gnome qui vous dirige. C'est lui qui dirige les travaux, exactement. La charrette, mais aussi les travaux. C'est de lui que tu réponds pour tes travaux forcés. Mais c'est un individu aussi lugubre, avoir la responsabilité des convois de fossoyeurs, c'est le surnom qu'on vous donne. Les pelles n'est pas une tâche très prestigieuse. T'imagines que lui aussi a dû effectuer quelques écarts de conduite pour se ramasser avec cette responsabilité. Okay. Il arrête le chariot, puis les 2 nains dans l'arrière du chariot tirent puis descendent une espèce d'un petit coffre qui appose à côté du chariot. Que tu sais que c'est l'endroit dans lequel vous devez déposer justement les objets de valeur ou les armes naines qui peuvent être encore utiles. Dans le chariot avec vous, vous n'êtes pas, sans éviter les détails trop lugubres, à pleine capacité. Il vous reste encore un peu de place. Vous vous déplacez sur le champ de bataille d'une dizaine, quinzaine de mètres, partant en ronde, identifiez uniquement les cadavres de petits êtres, et ceux qui peuvent être ramenés sont traînés vers le chariot, et puis placés sur la charrette. Vous avez fait toute une journée de travail. Vous avez tendance à partir 1, 2 journées au maximum, monter un petit campement au besoin, puis retourner
plus loin dans les terres, plus loin encore de cette chaîne de montagnes-là, vers le campement de la Ligue des Petits Êtres. Les deux camps ennemis se font opposition, puis entre les deux, cette plaine gigantesque de plusieurs kilomètres de superficie qui sépare les deux campements. Gimwick dépose le drapeau blanc sur votre chariot, symbole de votre rôle de fossoyeur. Une chose très importante à noter pour toi, Oscar. Votre mission, vos objectifs, les règles de conduite. Soigner les blessés, abréger les souffrances des mourants, ramener les morts. Et la pause qui vous permet, la pause dans ce conflit qui vous permet de récupérer et d'honorer vos morts, a été très dur à signer entre les deux camps. Ce qui fait qu'il est important pour vous de ne pas faire couler de sang. Parce que sur le champ de bataille, il vous est arrivé de croiser des fossoyeurs ennemis. Ces quatuors, ces petits groupes d'individus qui, eux, ont la mission de faire le même travail que vous, mais de ramener les hommes et les femmes sur le champ de bataille. Ça répond à ta question, Oscar, par rapport aux objets précieux? Ta question. J'avais une question pour toi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si on... C'est quoi la norme, ou du moins les règlements, si justement on tombe sur des ennemis qui sont blessés, mais qui ne sont pas mourants? Vous ne vous en occupez pas. Vous vous occupez uniquement des petits êtres. Puis justement, c'est un peu le gage de garantie que vous n'irez pas de l'autre côté, c'est-à-dire commettre l'odieux d'abréger leur souffrance ou de leur faire couler du sang. Si tu croises un mourant ou un blessé, c'est pas votre responsabilité. Ça fait partie des règles de ce traité de paix. Parfait. Un des deux nains qui est avec vous, du nom de Erlek, te tend un long bâton avec un crochet qui te permet dans peut-être les petites vallées où c'est plus boueux, il y a plu dans les dernières semaines abondamment, de tirer des morceaux d'armure ou des armes sans trop te tremper. Je peux pas croire qu'on est encore dans ce foutu métier. Tu sais que... Je veux dire, si on est ici, il y a une bonne raison, par exemple. Je t'en ai parlé à maintes reprises, Oscar. Moi, je suis innocent. J'ai rien fait. C'est pas moi qui a causé le conflit. De toute façon, je suis ici pour faire mon temps. Ouais, ça sert à rien de juste... ça sert à rien d'essayer de savoir qui était innocent ou pas. Il faut que tu le vives tout de même. Rendu là, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, au lieu de ramoner les remords du passé, t'as juste à accepter la situation et faire ton foutu job. Tu vois qu'Erlek, sous ses encouragements, hoche un peu la tête. Et oui, ça méchant encouragement. Il a raison, t'as raison. Ouais. Ça donne à rien de se plaindre. Gimwick, justement, s'adresse à vous. Alors, il nous reste quelques heures avant la tombée de la nuit. Je crois qu'on n'aura pas le choix de camper ici. On pourra remplir le chariot et repartir demain en direction de notre camp. Je crois qu'on a encore de la place. Étend l'œil vers le chariot. 7 ou 8 des nôtres. Faites votre boulot. Il s'accote sur le chariot, puis avec la lanterne, il éclaire aux alentours. Puis, vous vous dispersez les trois ensemble, Erlek et toi avec les gaffes, vos pelles, pour pouvoir ramasser les cadavres à quelques mètres de distance. Vos yeux de nain sont davantage acclimatés à la noirceur que ceux du camp ennemi. Donc, vous pouvez effectuer votre travail, surtout avec le ciel qui est dégagé à la noirceur. T'as Dark Vision. Mais vous êtes quand même accompagné d'un des nains, un des trois nains, porte une torche qui permet d'éclairer si vous avez besoin, puis fait des allers-retours entre toi et Erlek, qui avait la tâche plus difficile et ingrate de récupérer les vôtres sur le champ de bataille. Je vais te demander pour le premier jet de cette partie de faire un D20 plus perception, s'il te plaît. Absolument. Ça va être un 14. 14. Ok. Tu te promènes sur le champ de bataille en évitant justement ces amas de boue, puis les entremêlés.
tu vois, un peu pour défaire ce mythe qu'on a peut-être par rapport au champ de bataille, c'est pas des piles de cadavres empilés les uns sur les autres, parce que la mort immédiate est assez rare dans une croisade comme celle-ci. Souvent, malheureusement, les gens qui vont être blessés et laissés derrière, considérés comme morts, vont avoir quand même quelques forces qui vont se permettre de distancer les uns les autres, dans un vain espoir de retourner vers son campement. Donc, ce que tu recherches, c'est majoritairement des cibles isolées. Ceci étant, en scrutant l'horizon, tu remarques qu'il y a quelques amoncellements que malheureusement tu as réussi à apprendre et à traduire au fil du temps comme étant des cadavres laissés derrière. Puis tu t'approches de l'un d'entre eux dans le but de rechercher et de trouver peut-être des petits êtres. Je vais te demander de faire un D20 plus investigation, s'il te plaît. 13. 13. Ça te prend un bon moment avant de pouvoir trouver, identifier les meilleurs chemins pour éviter de marcher dans les eaux puis de justement salir tes bottes. Pour trouver des petits êtres, mais au bout d'un moment, entre les dédales, près d'un tout petit arbuste dénudé de feuilles, tu retrouves un des cadavres dont la silhouette t'indique clairement qu'il s'agit d'une petite personne. De quelle façon Oscar, sans trop rentrer dans des détails lugubres, effectue son travail? C'est-à-dire, est-ce que tu as de tendance à être méticuleux, respectueux, ou penses-tu plutôt que le poids de ce que tu as fait dans les dernières semaines t'a rendu plus désabusé par rapport à ta tâche? Je pense que Oscar tente du mieux qu'il peut de être fidèle à ce qu'il était avant de faire cette tâche-là, malgré tout. Donc, je pense qu'il est très méticuleux au point de probablement déjà se le faire reprocher par ses collègues de travail, comme quoi il était peut-être un peu lent à faire sa job. Mais il voit vraiment ça comme c'est une grande marque de respect de au moins avoir la décence de s'occuper d'un corps qui a combattu pour, dans le fond, ses idéaux de son peuple. Fait que probablement que, tu sais, le corps, j'imagine que j'ai des espèces de mitaines, comme des mitaines de travail, là, des grosses mitaines que je mets puis que je commence comme à le tourner, à voir vraiment son identité, tu sais, essayer de voir, être sûr que ce soit pas comme une personne qui est juste très petite. Ça pourrait arriver, j'imagine. Ah ouais. Tu sais, pour être sûr que c'est un nain, vérifier justement s'il porte quelques formes héraldiques sur lui, voir s'il il appartient, voir comment est-ce qu'il est mort, probablement. Et j'imagine que, est-ce que c'est le transport des cadavres se fait un à la fois jusqu'à la charrette, j'imagine? Exactement. Votre méthode de travail, lorsque vous identifiez un des vôtres que vous devez récupérer jusqu'au chariot, c'est de demander au nain qui est entre vous deux, de Vatin, de joindre à vous pour pouvoir empoigner le cadavre et le traîner si possible à bras, sinon de se rendre à la charrette puis de ramener, le mot m'échappe, une civière, merci. De ramener une civière pour pouvoir traîner ses dépouilles. Fait que probablement qu'à ce moment-là, je fais une espèce de Vatin, viens chercher, viens m'aider à transporter les corps. La torche sillonne, ce que tu vois, son reflet, son visage. Les deux nains qui sont avec toi ont des visages puis des morphologies un peu en marge eux aussi. Tu vois que c'est des marginaux qui ont tendance à se ramasser sur le travail que vous faites actuellement. C'est toi-même que tu as un crime qui pèse sur la conscience. C'est bien que Erlec lui semble dire qu'il est innocent. Aucun doute que Dovatin, lui, ne jouera pas l'innocence. Il n'a pas rentré trop en détail, mais ça semble être un individu qui a malheureusement fréquenté les bas-fonds, touché le fond et commis des gestes odieux. Il n'ose pas en parler, il veut pas en parler. T'as pas besoin de fouiller trop pour savoir que c'est pas juste un crime violent. C'est un individu lugubre, sûrement, oui, moral. Okay. Fait que quand tu l'approches, puis quand tu approches à toi, puis que tu lui demandes de venir, il y a toujours ce petit malaise, il est super silencieux, il s'exécute à la tâche. Encore un. Oui. Écoute, bon, je veux dire, on va pas attendre plus que ça, puis aide-moi à le prendre. Puis probablement que tu sais, j'essaie de prendre comme le nain par les épaules. Je veux qu'il m'aide. J'ai une question, Félix. Oui. Je veux dire, probablement qu'en étant dans ce milieu-là depuis déjà un petit bout, je dois avoir une certaine idée, juste comme... Ça serait quoi comme, on va dire, le niveau de
criminalité au sein même de ce regroupement-là, dans le sens que, tu sais, je veux dire, ça doit arriver des fois soit des meurtres ou même des nains qui essaient de s'enfuir, ou, tu sais, je veux dire, il doit y avoir tu sais, juste à quel point est-ce que, genre, je watch mon dos au quotidien, là, face à... Je te dirais que le quatuor avec lequel tu travailles, t'as confiance en eux, mais tu leur confierais pas ta vie au besoin. Tu sais que c'est une situation de crise. Le seul probablement qui va se porter à ta défense, c'est Gimwick, le gnome, parce que t'es sous sa responsabilité. Mais s'il arrive quoi que ce soit, c'est du chacun pour soi. Par contre, roule-moi un devant plus History, s'il te plaît. Avec plaisir. Ça va être un beau 5. 5. Dans les derniers mois, t'as pas creusé les souvenirs ni la possibilité. C'est une rumeur peut-être ou un fait, dur à dire, mais tu sais que les fossoyeurs pendus, ça existe. Ceux qui quittent leur tâche, ceux qui abandonnent leur poste, ou malheureusement ceux qui contreviennent aux règles en place. Il n'y a pas de quartier pour votre caste. Vous êtes considéré comme du muscle, sans morale. Il n'y a pas personne qui ferait le travail que vous faites. Même toi, tu es probablement celui qui a la meilleure morale de ton groupe. Mais sans nécessairement dire que tu dois te protéger en tout temps des membres de ton quatuor. Si on la chance, ils vont mettre ça à leur avantage. Ok. Tu te penses pour ramasser puis prendre les épaules de l'individu qui est devant toi, puis quand il se retourne, il laisse aller un souffle. Tu te recules, un peu saisi par l'air qui s'expulse de ses poumons. Je vais te demander de rouler un D20 plus médecine, s'il te plaît. Et c'est un critique. D20? 20 critique, ouais. 20 critique. T'as pas besoin d'être le meilleur des chirurgiens pour savoir que l'individu devant toi, même s'il vient de respirer, a aucune chance d'être encore en vie. Une partie de son crâne a probablement été scalpée à la suite d'une attaque d'une hache ou d'une masse. Il y a une partie du crâne qui est renfoncée, puis tu vois que le reste de son front est couvert de sang, puis son visage aussi. Et le dernier souffle qu'il vient de pousser, c'est probablement celui de ses poumons encore remplis d'air, qui devait être mort sur le ventre, puis tu le retournes. Le dernier souffle des morts. T'inspectes. Ouais, vas-y, excuse. Probablement que ce que je fais à ce moment-là, c'est probablement que je vois. Tu sais, j'imagine que mon compagnon aussi a dû faire le saut face à la situation. Fait que probablement que les deux, pendant qu'on est comme un peu surpris par le moment, je vais comme attraper ma hache, pas ma hache, ma pelle, et je vais juste comme la mettre à plat pour comme pousser probablement sur le ventre un peu du cadavre, juste pour être sûr que genre tout soit sorti. Tu sais, qu'il n'y ait pas d'autres. Tu pousses un peu dans l'espoir de ne pas être surpris ou autre. Il n'y a pas d'air qui semble s'expulser. Okay. Mais roule un D20 plus investigation spécifiquement par rapport à cet individu. Tu disais que tu cherchais des héraldriques ou d'autres symboles ou signes. 12. En poussant avec ta hache puis en observant, voir si sa bouche s'ouvre, s'il y a de l'air qui en sort, tu sembles ne pas constater d'autres souffles, confirmant ton hypothèse qu'il s'agissait véritablement de son dernier souffle. Ok. Avec 12, par contre, il y a une chose qui te surprend, ses yeux sont ouverts, mais au lieu de voir les pupilles vides, inanimées, que tu essaies d'oublier puis tout de suite fermer pour pas que cette image-là reste gravée dans ta mémoire, ces deux iris sont blancs. Les yeux sont totalement voilés, comme s'il y avait de gigantesques cataractes devant les yeux. Le visage est violent, comme si justement dans ces derniers moments, il y avait une souffrance qui s'était figée dans une grimace lugubre, couché sur le dos. Puis il y a l'air nauséabond qui vient de remplir la pièce, puis son crâne un peu enfoncé. Pas mal ça du tour avec ton 12 d'investigation. Je vais probablement regarder Dovatin avec un air un peu surpris. Est-ce qu'il semble remarquer la même chose que moi? Il semble orienté vers la tâche. Dépose la torche à côté de vous pour marquer le lieu où vous l'avez trouvé. Commence à y faire les poches, en fait. Mais pas de façon genre sournoise, un rogue, là, mais pour voir si justement, tu sais, comme il y a des choses précieuses qui pourraient être mises dans le coffre. Il y a quand même un respect dans le travail, mais lui, il est désabusé. Là. Ok. J'ai dit Dovatin, arrête un peu, arrête un instant. Attends. Là, je vais comme juste regarder, parce que j'imagine que, puis dis-moi si je me trompe, il doit y avoir des gens
sur le champ de bataille qui ont dû subir des effets magiques. T'sais, il doit y avoir des lanceurs de sorts au travers de ça. La magie dans cette guerre puis dans le royaume, c'est quelque chose de très ancien. OK. Les pratiquants de la magie sont plutôt vus comme des exceptions ou des êtres exceptionnels. OK. Du côté de la Ligue des Petits Êtres, les porteurs de la magie, ce sont les gnomes, qui ont davantage des magies restauratrices, de défense, de soutien, grandement reliées à leur religion, à leur dévotion envers leur propre espèce, ou ce qui leur a permis de se sauver de la purge qui a eu lieu OK. entre les gnomes. Du côté des nains, la magie est peu, voire pas présente, majoritairement des magies reliées à la forge, l'entretien, une espèce de mécanique améliorée. C'est un setting low magic. Oh oui. Juste parce que, tu sais, des fois, je me dis, peut-être qu'il y a eu un effet sur le corps quelconque, quelque chose qui aurait pu le rendre ainsi. Ben, roll de 20 plus Arcana. Hey, tabarnouche. Hein. Je suis comme dans un GM moyen. Hein. Je suis comme dans encore un 12. Je suis comme dans une espèce de curve bizarre. Ok. Ben, combiné à ton investigation de 12, tu continues à te pencher pour voir s'il y a quelque chose, un symbole, une malédiction. C'est davantage peut-être dans cette idée-là que tu aurais à rechercher de la magie. Est-ce qu'il a été maudit? Est-ce qu'il a été empoisonné par quelque chose, la résultante de l'alchimie ou autre? Fait que t'inspectes du mieux que tu peux, voir si tu vois pas quelque chose à l'intérieur de sa bouche ou ce que tu as entendu comme étant les symboles associés à l'utilisation de ces malédictions-là. Il semble pas avoir de tatouages ou autres apparents, des marques, quoi que ce soit. Puis quand tu t'approches plus de son visage, tu vois dans son front qu'il y a une cavité toute petite, à l'intérieur duquel semble s'être coulé une partie de son sang, qui est loin de cette bosse qu'il a dans son crâne, ce renfoncement de l'arme de Ast, ou cette contondante. Puis tes yeux te jouent peut-être des tours, mais il semble y avoir une serrure, l'équivalent d'une serrure. C'est comme s'il y avait un trou de clé dans son front. C'est vraiment l'apparence que ça te donne. Ok. Probablement qu'à ce moment-là, je fais genre... De matin, là, arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais maintenant. Voyons, il faut terminer le travail. Non, attends, il y a quelque chose qui marche pas. Passe-moi la torche, passe-moi la torche. Passe la torche. Je vais comme juste la mettre vraiment au-dessus du visage pour essayer de comme jeter un coup d'œil à cette espèce de fissure-là dont tu me fais mention. Ça semble pas être une flèche parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, puis personne se serait retiré un carreau du crâne. Je veux dire, ça, c'est fort probablement mort. Tu fais jamais ça, tu fais ça, Phoenix? tu sais, ouais, c'est ça. De toute façon, les premiers soins, on ne retire pas les objets pointus. Hein? Ouais. Petit cours de premiers soins, on en profite. C'est une chaîne éducative. Mais maintenant que tu approches la lumière de la torche, le sang est séché. À la différence des autres cadavres, la dernière bataille a eu lieu il y a environ une semaine. Celui-ci ne semble pas dans un état de décomposition avancé. Comme s'il avait été blessé immédiatement dans les dernières heures ou les derniers jours. Mais son sang est coagulé. Tu te serais attendu une espèce de décomposition lente. Puis tu remarques aussi qu'il n'y a pas d'odeur. Les reflets, la peau semble être, oui, blanchâtre, mais pas usée, nécrosée. Comme s'il était mort récemment. Mort récemment ou conservé? Ok. T'as déjà vu ça dans ton rôle de fossoyeur, les journées très froides sur un autre champ de bataille. Quand il fait froid, la décomposition est plus lente. Puis c'est un peu ça que tu te serais attendu. Que tu vois comme lien entre les deux. Mais les lèvres sont pas bleutées reliées à du froid ou autre. Là. Il est vraiment comme... Il est préservé. Mais ça fait longtemps parce que le sang est tout séché. Qui est pas mort dans les dernières minutes. Là. Puis il y a les deux yeux blancs ouverts qui regardent la lumière de la torche qui se reflète dans ses yeux visqueux. Et laiteux. Okay. Ben, je veux vraiment prendre le temps de montrer ça à Dovatin. Tu sais, je fais genre comme... Regarde, il y a vraiment... Il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu vois, là? Regarde les yeux. Tu vois la fissure au front. Probablement malade. Ce n'est pas mon travail. Ramasse-le, c'est un des nôtres. Tu sais, probablement que j'ai comme un espèce de moment d'hésitation. Probablement comme une espèce de moment où Oscar se dit genre... Tu sais, ce job-là doit tellement être... pas redondante, mais c'est tout le temps la même chose qui se fait, puis c'est tout le temps les cadavres, et c'est tout le temps comme une suite de moments un peu lugubres et obscurs, qui fait en sorte que quelconque, on va dire, étrangeté ou quelconque originalité sur un champ de bataille va comme peut-être être mon moment de
plaisant dans une journée, en parenthèse. Fait que pour moi, je suis comme pas content, mais je suis comme excité de cette découverte-là. Ouais. De voir quelque chose qui fait vraiment différent d'habitude. Curieux, malgré curieux. tout. Ouais. Puis je dois faire comme. Ouais, t'as raison, non, je ramasse le tout. Puis le problème que je remets la torche, comme je la replante dans le sol, puis on pogne le cadavre à deux. Au moment où t'agrippes les épaules, puis que Dovatin de l'autre côté semble saisir les jambes, t'as bien beau avoir expulsé entièrement l'air des poumons en appuyant avec ta pelle, tu réentends une espèce de racle, un souffle, froid, profond. Ouais, je le. Probablement que je le lâche, là. Tu sais, pour on était comme en train de le lever, puis genre, je le laisse tomber à terre, puis je recule, puis j'ai une phase de problème. C'est comme le moment où est-ce qu'on peut le plus voir mes yeux en dessous de mes sourcils broussailleux, là. Puis je fais comme une espèce de. Mais parlez ancêtres, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis pendant que je prends ma pelle, puis je fais juste comme. Je vais comme le poker avec le bout de ma pelle en faisant comme. De matin, t'as entendu toi aussi? T'as entendu, là? Au moment où tu le pokes avec la pelle, puis autour de toi, dans les bosquets, t'entends un autre souffle, sans avoir touché un autre dépouille. Puis Dovatin se retourne, puis vous inspectez cet autre souffle-là, puis tu remarques, toi, t'as les yeux rivés sur le cadavre à tes pieds. T'es convaincu, certain, avec ton passive perception, que tu vois son doigt. Dovatin, lui, semble être pris de court. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Puis au loin, environ une cinquantaine de pieds de vous, à travers cette vallée boueuse, cette plaine rocailleuse, jonchée d'immondes dépouilles, t'entends le cri d'Erlek. Ah! Ah! Et je vais te demander, Oscar, de rouler. Ok, man. Question, Félix. Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, là, tu sais, les deux, on n'est pas caves. J'essaie quand même d'y aller le moins méta de ce que je connais de Donjons Dragons, etc. Le concept d'un mort-vivant, c'est pas quelque chose qui est commun, j'imagine. C'est du jamais entendu. Fait partie des pires illustrations, les textes religieux de ton ancienne vie. Mais il n'y a pas eu de cas fréquents, il n'y a pas eu de genre, hey, chaque semaine on trouve un mort vivant. Faites attention aux yeux blancs, tu sais, c'est comme. Okay. C'est de l'inconnu. Parfait. J'ai eu 15. Excellent. C'est parfait. J'adore cette initiative. Ok. Oscar, t'es le premier à réagir. Okay. Je te décris la scène à une cinquantaine de pieds de toi. T'as Erlek dans la nuit noire. Un cri de douleur qui semble déchirer la nuit. Tout juste à proximité de toi, entre vous deux, un cadavre qui semble légèrement commencer à s'animer. T'as Dovatin de l'autre côté qui semble être figé par la peur, le sang glacé par ce qu'il voit devant lui. Puis dans l'ombre un petit peu plus loin, la limite de la lumière de la torche que tu distingues avec ton Dark Vision, une espèce de forme de plus grande taille qui n'est pas un petit être. C'est pour ça que t'as pas attardé ton regard sur lui. Un homme, probablement, ou une femme, qui commence à faire du bruit comme si son dernier souffle venait de le quitter. Que fais-tu, Oscar? Je considère pas encore, tu sais, comme je te dis, on essaie on essaie d'y aller un peu le logique possible vu la situation. Je considère pas encore que c'est des adversaires dans le sens que, genre, je me sens pas... Non, tu ne te sens pas attaqué. Non, c'est ça. Je te donne un choix simple pour orienter, si tu veux, tes actions, là, tu sais. Probablement que tu veux réagir par rapport au cadavre, prendre la distance, aller au secours d'Erlek, c'était préparer à quelque chose. Ouais. Mon réflexe, ça serait d'aller prendre mes deux actions pour courir, faire courir et runner jusqu'à Erlek, parce que j'imagine que c'est déjà arrivé des gens qui se sont blessés, tomber sur une arme, tomber sur des choses. Fait que, je veux dire, dans ma tête, c'est ça qui me fait ma réflexion. Probablement que je fais comme je vais dire à Dovatin qui est avec moi, je vais dire... Dovatin, reste sur tes gardes, je reviens, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec Erlek. Puis je vais me mettre comme à courir avec probablement ma pelle sortie justement au cas où qu'il se passerait quelque chose. Parfait. Au moment où tu quittes le cadavre qui est à tes pieds, ça va être un... Excuse-moi. Un 21 pour toucher, est-ce que ça touche?
Bien sûr que non, ridicule. Oscar. Ben oui. Tu sens une main qui essaie de t'agripper le pied. Le Hein? cadavre qui est entre vous deux essaie de t'agripper puis de te prendre le pied. Puis ses doigts, ses ongles semblent percer à l'intérieur de ta chair, juste au-dessus de ta botte. Et tu vas souffrir quelques petits dégâts de cette attaque. Ce sera un 3 points de dégâts quand même. Ok. Tandis que les doigts se plantent profondément dans ta chair, puis tu vois que l'être commence à se retourner. Puis à marcher dans ta direction, puis Erlek qui continue à crier. Considérant que tu viens de faire, disons, 5 pieds, est-ce que tu poursuis dans l'action de marcher et te rendre vers Erlek? Est-ce que ça va... Je parle plus mécaniquement parlant. Est-ce que ça risque de faire en sorte que je vais avoir une autre attaque sur moi? Non, puis ton on attaque dirait que d'opportunité vient d'être effectuée. Ok. Dans le Ok. fond, tu vois que la bête qui était à tes pieds, le monstre, semble se être retourné Ok. contre toi. Ben justement, je préfère que ce soit tourné contre moi que contre Dovatin. Et donc, je vais courir vers Erlek. Je vais continuer vers Erlek. En faisant probablement une espèce de... Lâche-moi, créature! Puis je vais comme me mettre en courant à partir Excellent. de mes petites jambes de nain. Fait que tu bottes, puis tu te défais de l'étreinte, puis quand même, là, les griffes t'ont percé profondément dans la jambe. Là. Quelque chose que tu n'avais jamais vu, la possibilité des griffes. Tu t'es déjà battu dans les barres, tu es un tapageur, mais habituellement, c'est des coups de poing. Puis là, c'est les ongles qui semblent avoir percé dans ta chair, faisant couler du sang sur ta botte. Puis tu te promènes à l'intérieur de cette espèce de mélange de plaine et de marécage boueux, boiteux. Heureusement, la pluie a cessé, mais le terrain est visqueux. Puis tu prends la distance. Vraiment, ce qui me fâche le plus présentement, c'est que le fait que la créature a vraiment comme, on va dire, endommagé mes bottes. Je suis en train de focusser sur genre l'aspect qui est plus important présentement sur le champ de bataille. J'ai d'or de l'eau qui me rentre dans les bottes, puis je suis comme pas content. Là. Ça va pas bien. Excellent. Fait que tu pars en direction, puis tu cours en direction de Erlek avec la pelle dans ta main. Puis plus tu t'approches de lui, il n'y a pas de torche avec lui. Fait que ton Dark Vision commence à prendre conscience de ce qui se déroule. Les ombres qui jouent un petit peu plus loin. Et tu vois qu'à ses pieds, il semble se faire grimper dessus. Il est au sol, assis. Il essaie de mettre de la distance entre un humanoïde. Les yeux blancs qui marchent vers lui, puis qui griffent, puis tu l'entends hurler. Plus tu te rapproches de lui. Tu arrives à proximité de Erlek qui se fait attaquer par... Tu penses que c'est un petit être, mais tu te rends compte que c'est un humanoïde sectionné au niveau du tronc, juste le haut du corps, qui marche en direction d'Erlek puis commence à grimper. Que fais-tu, mon cher ami Oscar? Je vais prendre ma hache à 2 mains et je vais la soigner vers la tête de l'individu en prenant en considération que c'est pas... je suis rendu là, c'est de la légitime défense. Là. Excellent. Alors, je vais t'inviter à rouler une première attaque. Première attaque. C'est parti. Ça va donner un... Puis là, les gens savent pas encore c'est quoi ma classe. C'est ça qui est C'est excitant. ça qui est hot, hein? C'est ça qui est le fun. Ça va donner un 20, mais pas un 20-20. Ça donne un 20. Un 20. Ouais. Parfait. Alors, ça touche, évidemment. Ça va faire... Mon Dieu, quand même. Ça va faire un 12 12. de dégâts... de dégâts, c'est du... c'est considéré comme du coupant, ouais, c'est ça. Oui, exact. Fait que En fait, je te que donne la possibilité, puis j'en profite, Pierre-Philippe, juste une seconde. Je Oui. m'amuse avec les règles de Donjon Dragon. Ok, je considère en tant que DM que les règles, c'est une suggestion. Donc, j'adapte certaines choses à ma guise. Et l'une des choses que je vais adapter, c'est l'arme que tu possèdes, qui pourrait être à la fois un Warhammer et une Battle Axe. Donc, qui peut être empoigné à une main pour faire des dégâts de bludgeoning ou de slashing. Donc, ta pelle, d'un côté, semble être plus plate pour servir à casser un petit peu des choses, pousser la terre, puis de l'autre côté, plus fine pour percer dans la terre ou le sol plus solide, le pergélisol. Donc, c'est une arme un peu versatile, c'est une pelle de guerre. Mais t'as pas une grosse hache, là. Fait que tu y vas pour le slashing? Je vais pour le slashing, mon but étant d'essayer de libérer, si on veut, Erlek des prises de la personne. Fait que pour moi, j'ai comme visé les bras. Excellent. Puis je fais une espèce de genre... tu sais, c'est de la légitime défense, fait que je fais juste comme... Je donner un coup pression. Excellent. Sous l'impact de la hache, tu vois qu'il y a des membres qui semblent sectionnés ou qu'il y a dans l'articulation du coude, ça fait tomber le demi-cadavre sur le côté, puis il perd son emprise sur Erlek. Quelque chose d'autre que tu veux faire? T'as fait ton... C'était mon action? Non, Ouais, c'est excellent. ça va. Parfait. Ouais. Pour les besoins de la narrative. Ok, donc on revient à ce que tu disais. Oui, probablement. Oui. Vas-y. Ah, Vas-y, bon.
C'est ça qui se passe quand c'est deux DM qui jouent ensemble. On se donne la balle. Ouais, c'est ça, dans le fond, je me demandais, est-ce qu'Erlek a des armes sorties? Est-ce qu'il semblait comme être prêt à faire quelque chose ou il a vraiment été pris par surprise? Sa pelle, semblable à la tienne, est au sol, un petit peu plus loin de lui. Les jambes sont lacérées. Puis avec la distance que tu as parcourue, puis l'équivalent d'avoir pris, je te donnais comme plus d'initiative, l'équivalent de 2 tours, tu as couru, puis tu as saisi ta lame, puis tu l'as frappé. Tu vois que ses jambes ont été lacérées par un bon moment, puis qu'il y a des morceaux de morsure sur son corps. Comme si le monstre qui était devant lui, ce demi-cadavre, avait pris tout ce qu'il pouvait, donc ses ongles et sa bouche, pour endommager ton ami. Il est mal en point. Beaucoup de sang qui coule de lui. Mais il est pas armé en ce moment. Puis il est au sol, il est prone. Probablement que j'ai dit comme genre... Erlek, ramasse ton arme, ramasse ta pelle, je vais placer... Puis j'essaie de comme me placer devant lui. Reste derrière moi. Puis tu pousses, puis tu t'installes devant lui, puis probablement qu'avec ta botte, tu fais flipper un peu ce demi-cadavre que tu vois qui commence à s'activer, puis avoir de plus en plus d'énergie, puis il tourne au sol. Il se retourne. Puis il marche dans ta direction, sur ses mains, traînant derrière lui le reste de sa suite qui n'a pas suivi. Et ça va être la fin de ton tour, Oscar. Au loin, t'entends Dovatin qui hurle. Et en jetant un coup d'œil avec la lumière de la torche, tu vois qu'il semble être assailli par le monstre qui est au sol, mais qu'il y a quelque chose dans les bosquets qui semble se rapprocher de lui. Un autre humanoïde qui avance. Puis t'entends hurler Dovatin. Erlek va se ressaisir, se lève, tu vois qu'il y a du sang qui coule, il est très souffrant, il empoigne sa pelle. Qu'est-ce que c'est que ce merdier foutu métier? Puis il approche du zombie qui est devant toi, du mort-vivant. Je l'ai dit, j'ai dit zombie. T'as dit zombie, tu l'as dit. Il essaye de donner un coup avec sa pelle. Probablement que la douleur est trop forte dans ses cuisses, la pelle tombe dans la terre à côté du mort-vivant. Puis il repousse, puis il reprend une certaine distance, puis il se replace en arrière de toi, puis il va hurler à Gimwick. Gimwick, putain! Crie, puis il fait signe, puis tu vois que le gnome qui est avec sa lanterne va s'approcher tranquillement de vous, voyant aussi ce qui se passe avec Dovatin, plus au loin. Et t'entends un cri à te glacer le sang, parce que plus loin, les 2 cadavres qui semblaient s'emparer de Dovatin, la torche est bottée, tombe au sol, la lumière s'éteint un petit peu, puis t'entends juste Dovatin qui hurle. Erlek. Pas Erlek, pardon, Oscar. Oui. À toi. Là, dans le fond, tu me dis que Dovatin semble avoir crié son dernier cri. Il semblerait, oui. Puis il y a 2 morts vivants qui sont en train de se péter un joyeux festin. Et juste à tes pieds, tu as ce demi-cadavre qui revient vers toi. Et Gimwick derrière vous. Gimwick, pardon, semble avoir été prévenu de la situation. Je vais continuer à m'interposer entre Erlek et lui. Excellent. Je vais juste jeter un coup d'œil. Erlek jouait après moi, dans le fond. Ouais, mécaniquement parlant. Ouais, mécaniquement parlant, ouais. Ok, à son tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de frapper le mort-vivant au sol. Okay, c'est ça, malheureusement, la douleur l'a empêché. Je voulais être sûr qu'il ait repris son arme, parfait. Oui. Dans ce cas, je vais me lancer à nouveau, puis je vais essayer de, encore une fois, attaquer la créature avec ma pelle en faisant une espèce de genre... Je fais, mais par tous les ancêtres, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Puis je vais comme donner des coups dessus pour essayer de lui faire mal. En fait, je pense que je vais y aller avec, cette fois-ci, du côté plat, pour essayer de comme l'écraser. Excellent. Pour les besoins de la mécanique de cette aventure, je me permets l'équivalent d'une inspiration sur ta capacité. Je vais te donner avantage, mais en contrepartie, par contre, je vais brûler ton bonus action. Et je vais t'expliquer pourquoi, mon cher ami Oscar. Wow, ok. Oui. Parce qu'au moment où tu saisis ta pelle, puis tu vois derrière toi Erlek ensanglanté, le cri de Dovatin, c'est la panique. C'est ton cœur qui commence à battre très fort. Tu l'entends, tu sens tes nerfs, tes muscles être gorgés de l'adrénaline. T'empoignes ta pelle avec 2 mains. Et il y a une sensation que tu avais vue pour la dernière fois dans un bar, une taverne, une hutte, avec la fumée opaque. Tandis que tu te vois au-dessus de quelqu'un, il a sonné des coups de poing à répétition, une barbe ensanglantée. Cette vision te ramène à l'esprit, puis tu perds un peu contact avec la réalité. Et je t'impose pour la première fois de cette aventure. Ah, tu me le fais, Rage. Et tu perds conscience, tu perds contrôle de ton corps, puis tu fais juste empoigner ta pelle. Puis tu vas asséner un coup sur la bête qui est devant toi. Avantage.
Parfait. T'es drôle. Tu voulais me le garder pour plus tard. Ok. C'est correct. Bon, ok. Mais ça ne cochera pas une des rages disponibles Ah sur non, ta feuille. ok. Non, non, c'est ça. C'est bien fin. C'est une inspiration. Je te donne avantage sur ton attaque et tu perds un peu contrôle de cette. Ok. De ton Est-ce que je gagne quand même les bonus de la rage, c'est-à-dire un plus Tout à 2 fait. Et avantage sur ton attaque, c'est incroyable. Parfait. Mon Dieu. Il y a une chance que tu me donnes davantage. Parce que ça me donne 17. 17, ça touche. 17, ça touche. Et ça va faire un bon. Un des 10 plus 5 Ouais. dans les faits. Ouais, ça veut dire ça donne 11. 11. Tu prends ta pelle, puis un peu à la manière d'un coup de golf, tu essaies de ramener ça avec le coup plat, le plus dans le crâne possible la bête, puis tu y assènes un coup, puis directement aligné là où il y avait peut-être quelque chose dans son front. Crac! Le crâne cède sous l'impact, puis la bête s'effondre au sol. Plus loin, à ta gauche, t'entends les deux ombres qui semblent être en train de terminer leur festin. Ok. Est-ce que j'ai le temps de crier quelque chose? Tout à fait. Tout à fait. Ok. Probablement qu'à ce moment-là, je vais crier le très classique mais toujours efficace, genre détruisez la tête, c'est la tête qu'il faut détruire. Excellent. Erlek prend sa pelle, te regarde et malheureusement, du haut d'un 2 de Wisdom Saving Throw, Tabarnak. il est terrorisé. À part rester à tes côtés puis te suivre pour cette action-ci, il ne fera rien. Il va adopter le dodge. Il se tient prêt aux aguets. Il regarde autour de lui. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois qu'il est désabusé par la chose. Gimwick, qui est avec vous. Est-ce que tu as pointé la direction quand tu as dit de viser la tête à Gimwick qui est derrière? Oui. Excellent. Tu vois qu'il s'en va pour foncer vers toi, puis qu'il fait juste regarder, puis qu'on voit juste Dovatin, puis un jeu d'ombre avec la torche qui jette autour de lui, qui semble avoir deux bêtes inanimées, qui se retournent vers vous, puis tu vois dans la noirceur, puis dans cet épais brouillard, deux paires de yeux blancs qui regardent dans votre direction, et puis qui commencent à avancer. Puis Gimwick va lever une main au ciel. Par le pouvoir de nos ancêtres, les défendeurs de la lumière, brûle, engeance! Puis tu vois qu'il va essayer de caster l'équivalent de Sacred Flame. Oh. Et... Parfait, c'est une réussite. Tu vois que l'une des deux ombres qui fonçaient vers vous commence à s'illuminer d'un feu blanc. Pas une flamme rouge d'une torche chaude, mais un feu radiant. Puis t'entends juste un cri. Comme si l'air était coincé dans sa trachée. Mais l'autre bête, ça va sembler les deux se retourner vers le gnome qui, en pointant dans cette direction, commence à marcher vers vous. Pour te donner un battle map dans ta tête, le gnome est à peu près une quinzaine de pieds que toi, à ta droite. Puis disons devant toi, à une trentaine, quarantaine de pieds, les deux espèces de morts vivants qui semblent marcher, ils ont tous leurs membres, courir dans votre direction, dont un des deux qui vient d'être profondément brûlé. Oscar, tout le monde semble se retourner vers ton leadership naturel. Toi qui as vu le premier monstre au sol, toi qui viens de sauver Erlek, les deux sont tétanisés, terrorisés. Quels sont les ordres que tu donnes à tes deux collègues et que fais-tu pour ton tour? Et je vais définitivement, cette situation-là dépasse, si on veut, de ce qu'on devrait gérer habituellement. Fait que probablement qu'à ce moment-là, je vais comme leur crier quelque chose du genre on retourne au chariot et on s'en va maintenant, il ne faut pas rester. Il n'y a aucune raison, ça dépasse complètement l'entendement. Il faut aller chercher des conseils, savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Ils vont comprendre. Et probablement qu'à ce moment-là, je vais essayer de comme me positionner entre Gimwick ainsi que les deux créatures. Je vais probablement comme raider une action, puis en me dire que je vais en taper une dès qu'elle va être à proximité, en fait. Excellent. Donc, à toute fin narrative, tu fais signe aux deux autres. Erlek semble être repris par ton discours. T'as raison. Puis ils commencent les deux à se replier en direction du chariot, avec la lanterne, éclairée par la lanterne de Gimwick. Puis l'âne commence à s'ébrouiller un petit peu, prenant conscience de la tension sur le champ autour de toi. Puis toi, tu te prépares avec ta pelle. Tu vois que les deux autres semblent foncer vers toi. Erlek va donc utiliser de l'entièreté de son action pour courir vers le chariot. Puis tu vois que c'est des sanglots de la peur. Il a perdu toute son apparence de jeter un tough. Là. Puis il court en direction du chariot. Puis t'as les deux zombies qui foncent vers toi. T'en as un, celui qui est en flamme, encore brûlé, avec la fumée qui s'échappe de son corps. Puis c'est le nain qui fonce vers toi.
Tu ready ton action. Ouais, donne ton je dash. vais taper lui, justement, qui est comme déjà endommagé. Ça va être un 15. 15 pour toucher. Ça touche. C'est bon que c'est bon, un barbare quand même. Ça va être un. Ça donne un. J'ai encore mon plus 2 de rage, oui. Oui, tout à fait. Je Ouais, le donne fait pour que le ça premier donne- combat ouais, et la narrative. Parfait. Ça va donner un 12. 12 pour toucher. C'est en ligne encore une fois. ouais. Bludgeoning ou slashing? Bludgeoning. Bludgeoning. Tu vises encore une fois le crâne. Tac! Puis t'assènes ton coup. Puis t'as encore une fois cette image-là parce que tu viens d'asséner un coup fracassant dans le crâne d'un petit être. Puis t'as encore l'image, le flashback de toi au sol, par-dessus quelqu'un avec la foule qui est autour de Ouais. vous. Pouf! Les poings ensanglantés, en train de perdre le contrôle à frapper sur quelqu'un au sol. Tu reprends conscience, puis il tombe. Pouf! Puis juste quand tu reprends conscience, tu vois un autre humanoïde foncer vers toi, avec quelques flèches de carreaux d'arbalète plantées dans son torse. Avec l'héralderie de l'aigle sur fond mauve et noir taché de son sang. Et dans son front, nu, l'espace d'une serrure, comme si une clé pouvait y fitter parfaitement. Puis il va te donner un coup. Ça va donner 17 pour toucher. Ça touche. C'est un... Pardon, je vais finir par le savoir. 4 points de bludgeoning, tandis qu'avec son Donc. point, Donc 2. donc 2, en effet. Parce que tandis que le point percute le visage, ta rage, l'adrénaline dans ton corps, fait que t'essuies une partie des dégâts. Tu le regardes, puis t'as ce mort-vivant qui semble être devant toi, essayer de t'attaquer. Gimwick, qui est au loin, va crier. Puis tu prends pas trop conscience de ce qu'il crie, omnubilé dans ta rage, mais c'est comme s'il appelait à l'aide. À l'aide! À l'aide! Sauvez-nous! Mais à qui il peut s'adresser au milieu de tout ça? Puis tu vois Kerlek qui t'entend sa respiration puis ses sanglots. Encore une fois paralysé par la peur. Oscar, que fais-tu? T'as ce mort vivant devant toi. C'est rapide à 2, hein? Ça revient tout de suite à toi, C'est Oscar. rapide à 2, hein? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il semble en avoir d'autres plus loin derrière lui ou il semble Si être tu veux, tu peux seul? prendre ton action pour investiguer autour de toi. Si fais-moi pas ce coup-là, non. Et faire un j'aime- jet de perception. Arc. Non, je t'enrage. Je vais juste. Je veux pas perdre ma rage. Je vais lui donner. Je vais lui asséner un autre coup. Excellent. Probablement Tu sais, c'est comme. Je me dis, j'aimerais ça roleplay, mais au final, je me bats contre un mort vivant. Je suis juste grogner. Je suis juste comme. Je le tape. Ouais, c'est L'énergie du désespoir avec ta pelle ça. que tu vas asséner. Un 13. 13, ça touche. Tes dégâts. Ça fait un 11 encore. 11 points de dégâts. Excellent. T'assènes un coup avec ta pelle. Pouf, toum. Le mort-vivant recule. Puis tu vois que si t'avais asséné ce coup-là à n'importe quel individu, tu serais fort probablement aurait perdu connaissance ou aurait arrêté de t'attaquer. Mais tu vois que les yeux blancs se relèvent. Puis il va répliquer avec un autre coup de poing en ta direction. Ouh, c'est un 14 pour toucher. Ça touche pile. Ça touche pile. Donc ça va être 5 points bludgeoning, donc réduit de moitié encore une fois. Tandis qu'il y a un coup en plein milieu de ton abdomen. Puis il s'approche de toi pour essayer de te réattaquer. Mais avec ta pelle, tu le repousses. Est-ce que tu le reswings? Il s'est rien passé d'autre, les autres gars ont pas crié en arrière. Continue à crier derrière. Je fais juste simplifier l'initiative. Eux, ils ont fait ton action. Ils ont pas décidé de te défendre. Ils sont retournés au chariot. C'est correct, c'est ça que c'est ce que je voulais. Je vais. Tu sais, au final, ce que je fais présentement, c'est comme un peu une forme de. C'est un peu une forme de rédemption. Tu sais, je dirais. J'ai comme une espèce d'implication personnelle là-dedans. Ah, là, tout à fait. Je me donne plus que je devrais. Fait que je vais le réattaquer. Et ça va être encore une fois un 13. Donc ça touche. Et ça va être. Ça va être un. Ça donne. Je calcule bien. 13 de dégâts. 13. Tu le repousses avec ta pelle, puis tu la prends devant toi comme si c'était une lame, comme si c'était une lance d'estoc. Puis tu repousses. Ouais. Vas-y, comment voudrais-tu asséner un coup? Est-ce que c'est pour l'achever? Oui, tout à fait. Je vais essayer de lui comme donner un coup avec l'espèce de plat, pas la plat, mais le rebord coupant pour comme le décapiter. Parce que définitivement, l'aspect de
la serrure a comme titillé mon intérêt, Excellent. malgré mon intellect limité. Mais ouais. T'es habile avec ta pelle, habitué de Ouais. percer dans la terre, puis tu essaies de donner la même chose avec toute la vigueur. Clac! Puis tu la plantes dans l'humanoïde qui est devant toi. Puis tu vois que ses deux yeux blancs, au moment où tu plantes la hache, c'est pas suffisant pour le décapiter, c'est pas Conan ici. Et tu n'es pas Aragorn avec un Uruk-hai. Mais ça vient se figer dans sa gorge. Puis ses yeux semblent s'éteindre tranquillement. Probablement, ça te dérange pas. Je me permets des Ben oui, vas-y, voluptés on narratives. co-construit. On co-construit. Probablement qu'à ce moment-là, tu me dis que ça y a planté dans la gorge, puis il a fini de vivre. Là. Ouais. Fait que je vais probablement comme le faire tomber sur le sol, puis je vais littéralement faire comme quand avec une pelle, là, tu mets ton pied dessus pour justement creuser dans la terre. Là. Fait que je vais comme creuser dans son cou pour justement comme détacher la tête. Là. Slack! Ouais. Tu termines ton mouvement, puis quand tu relèves les yeux autour de toi, tu pensais que c'était la lumière de la torche de Dovatin un petit peu plus loin, mais celle-ci semble être éteinte, puis tu vois une autre torche qui semble vaciller, portée par un homme qui marche dans ta direction, suivi par deux autres ombres. Qu'est-ce qui se passe ici? Puis il te voit juste tandis que tu plantes la pelle, slack, puis que tu décapites un homme au sol. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre premier épisode, Oscar. Je te remercie d'être embarqué à pieds joints dans cette aventure. Ça a été une descente assez vertigineuse vers l'action. Très heureux de ce dénouement. Alors, chers auditeurs de Rage 2D, j'espère que vous avez aimé cette mise en abîme, cette mise en œuvre. Attends, je vais le dire. Cette entrée en matière, cette mise en œuvre. Bref, cette introduction dans ce monde horrifique qui moi-même m'a enlevé les mots de la bouche. Avec notre cher ami Oscar, incarné par nul autre que Pierre-Philippe. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.